Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 184e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 15 octobre, il est exactement 10h et nous allons parler aujourd'hui du match de la 37e Coupe de l'América qui, depuis samedi à Barcelone, oppose le Defender Emirates Team New Zealand au Challenger of Record, le défi britannique Ineos Britannia. Pour nous éclairer sur ce duel, 2 invités aujourd'hui. Le premier est un spécialiste de la Coupe à laquelle il a participé à 6 reprises, les 3 premières sous les couleurs françaises avant de remporter l'épreuve à 3 reprises, 2 avec Ilinghi, 1 avec les Américains de BMW Oracle. Il s'agit de Christian Karcher qui est chez lui du côté de l'île de Ré. Salut Christian. Bonjour. Le second est de son côté encore à Barcelone. Il a été sur cette campagne le coach du défi français Orient Express Racing Team. Il a lui aussi participé à la Coupe en tant que navigant sous les couleurs françaises en 2003 et 2007 si je ne me trompe pas. Il s'agit bien évidemment de Thierry Douillard. Salut Thierry. Oui, bonjour, tu te trompes pas. Messieurs, avant de revenir dans le détail de ce match de la 37e Coupe de l'Amérique, un bref retour sur les premières manches qui se sont donc disputées de samedi à lundi entre Ineos Britannia, vainqueur de la Coupe Louis Vuitton, une grande première pour un défi britannique, et le double tenant du titre Emirates Team New Zealand. Pour l'instant, le score est sans appel puisque les Néo-Zélandais mènent 4-0 et sont donc à 3 victoires de remporter pour la troisième fois de suite les guerres d'argent. Les Britanniques qui ont montré lors de la Coupe Louis Vuitton leur capacité à progresser peuvent-ils effectuer une remontada à l'instar de celle réussie lors de la 34e Coupe par Oracle qui, après avoir été menée 8-1 par Team New Zealand, avait réussi à renverser la vapeur pour s'imposer 9-8 avec un certain Ben Ainsley dans ses rangs? Eh bien, nos 2 invités vont nous le dire. On va revenir avec eux sur ce passionnant, pour l'instant passionnant même s'il est pour l'instant un peu déséquilibré, match de la 37e Coupe. Voilà pour cette courte présentation. Avant de rentrer dans le détail de ce match de la Coupe, Thierry, raconte-nous un petit peu l'actualité du défi Orient Express Racing Team qui a donc lui terminé sa campagne à la fin du 2e round robin. Tout le monde est encore mobilisé à Barcelone. Raconte-nous un peu comment ça se passe sur place à Barcelone. Bah oui, on a eu la fin suite à notre élimination avant le cut des demi. On a l'équipe est toujours en place. Déjà premièrement parce qu'on avait au sein d'Orient Express Racing Team, on a ce qu'on appelle les challengers, mais on avait les youth et les women's, et donc avec deux épreuves à aller essayer de briller. Là, comme vous l'avez vu, je crois que Fabrice Evey est déjà venu s'expliquer sur les ondes. On a eu avec les youth malheureusement un vrai problème technique indépendant du fait des youths. Ils n'ont pas réussi à naviguer 5 manches sur 8 alors qu'ils avaient vraiment les capacités. Quand ils ont navigué, ils ont montré qu'ils avaient les capacités d'aller au bout. Donc ça, c'était frustrant, très frustrant pour eux. Puis on a eu la women's derrière, où là, on a des conditions un peu difficiles. Elles n'ont pas réussi à naviguer au niveau qu'elles avaient, je pense, quelques semaines avant. Et sous pression, elles n'ont pas réussi à délivrer la partition qu'il aurait fallu faire dans les conditions un peu difficiles de mer, qui les a un peu surprises et mis à défaut, ça c'est sûr. On a continué de naviguer pour plusieurs raisons, déjà pour faire un peu de médias et de presse et avec nos partenaires, mais aussi pour continuer à tester, valider des points de fonctionnement du bateau. Justement, vous avez donc continué à naviguer. Est-ce que tu as l'impression que vous avez réussi à trouver des trucs que vous n'aviez peut-être pas trouvé pendant la Coupe Louis Vuitton, sachant qu'on progresse forcément beaucoup en naviguant sans cesse sur ces bateaux? Pour être très honnête, nous, on le sait, hein, s'il nous a manqué quelque chose, c'est le temps. Il nous a manqué du temps. 3 semaines, un mois de plus aurait été exponentiel en termes de progression de l'équipe et du management du bateau. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on adopte même un boat handling, c'est-à-dire que la manière de faire quelques manœuvres un peu différemment. On a testé des choses, on a testé des points de fonctionnement un peu différents. Mais voilà, ça fait partie
ça fait partie de notre histoire. On savait on allait courir après le temps, c'est ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, chose est sûre, c'est que aujourd'hui, on navigue mieux qu'il y a une semaine et mieux qu'il y a 3 semaines, clairement. Mais voilà, c'est notre histoire sur cette fois-ci où il nous a manqué cruellement le temps. Mais par contre, les progrès qui ont été faits et dans la manière d'utiliser le bateau sont très encourageants parce que bah ouais, on peut pas s'empêcher de ne pas penser à la suite et on a une plateforme extraordinaire avec une équipe qui a énormément progressé et il va falloir capitaliser là-dessus. On en parlera en fin d'épisode. Christian, on en avait un petit peu parlé dans Tip and Chaff il y a 2 semaines. Quel est, toi, ton regard global sur cette campagne française sur la 37e Coupe de l'Amérique? Ben, je crois que Thierry a dit 2 points qui me paraissent importants. Le 1er, c'est le temps, et je crois que c'est Quentin Delapierre qui l'a dit, qu'ils avaient finalement utilisé peut-être trop de temps à vérifier le matériel récupéré de chez les Kiwis, plutôt que de naviguer, et que ce temps-là leur a manqué. C'est-à-dire que si d'un point de vue stratégie, le choix avait été de prendre le dessin kiwi, c'était le prendre fiable tel qu'il est, ne pas le refaire et naviguer. Donc je crois que là, il y a peut-être en interne une petite erreur stratégique qui a fait du mal en heures de vol et en heures d'essai et en heures de pratique après. Et la deuxième chose qu'a dit Thierry qui me paraît importante, c'est la Coupe de l'Amérique, c'est incroyable. C'est un temps limité, c'est extrêmement dense, c'est extrêmement intense, c'est extrêmement prenant. Et il faut vraiment être solide quand on y va et surtout savoir pourquoi on y va. Et moi, c'est un point que je mets toujours en avant. Il faut donner du sens, un sens commun à tout le monde, parce que l'intensité de l'investissement de chacun est incroyable et on ressort complètement crevé de ce genre d'aventure. Voilà, voilà. Thierry, tu voulais rebondir sur ce que disait Christian? Ouais, juste sur le premier point, je sais pas ce que Quentin avait dit, mais en fait, on n'a pas perdu de temps à essayer de refaire les choses. Par contre, comme tu reçois un package design et que c'est pas toi qui l'a dessiné, donc qui l'a inventé, on a passé du temps, mais ça c'est inhérent un système comme ça, à essayer de comprendre, que les ingénieurs comprennent les circuits hydrauliques en mécatronique, quelle était la logique derrière que les ingénieurs chez TNZ avaient en amont pour vraiment appréhender le système dans sa globalité. Et évidemment, quand c'est comme ça, bah, tu perds un peu de temps. Mais globalement, enfin, stratégiquement, il n'a jamais été question d'essayer de réinventer la sauce. Au contraire, il a même été, et Quentin était un des premiers, et moi aussi, et Franck aussi, à dire, on réinvente pas la sauce, on a un super package, on veut l'utiliser, mais pour l'utiliser, il faut comprendre aussi la logique derrière. Et il y a des fois où c'était difficile en mécatronique particulièrement et en hydraulique de comprendre quelle était la logique qui avait été cherchée par les ingénieurs. Ouais, ce que disait peut-être Quentin, c'est que il disait que peut-être qu'il y avait eu un peu trop de recherche, de travail sur le fait d'aller vite en ligne droite, peut-être au détriment du match racing pur, sachant que les phases de pré-départ sur ces bateaux sont très complexes. Et on a vu que ça se joue beaucoup ici, et c'est peut-être ça qu'il voulait dire, Thierry. Ouais, alors là aussi, il y a cette notion de temps. On a eu le clic-clic de l'horloge permanent. Et j'étais bien placé pour le savoir parce que dans le support team qu'on était avec Franck Hamas entre autres, et ben on avait des cases à aller cocher. Mais avant de pouvoir faire du match race, ben faut pouvoir faire, si on part dans l'autre sens, il faut pouvoir avoir un commissioning avec un bateau qui fonctionne bien. Il faut être capable de faire un peu de ligne droite. Il faut être capable après de manœuvrer. Après, il faut être capable de réduire le temps entre les manœuvres dans des boundaries. Et ça, peut-être que ça, il y a un moment où on aurait pu être un peu plus radical à se mettre un peu plus tôt dans les boundaries ou du moins à limiter notre temps de ligne droite entre chaque manœuvre. Et puis après, on arrive sur un pré-départ et tout, et on a vu la progression d'équipe. À chaque fois qu'on a franchi un cap qui était déjà une victoire en soi-même, et évidemment, on se retrouve confronté à une nouvelle, entre guillemets, problématique ou un nouveau step à avoir. Et c'est pas surprenant qu'au préliminaire, sur les départs, on était vraiment loin de la vérité parce que on en avait fait en simulateur, mais on avait fait très 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 peu en vraie configuration d'entraînement. Et à chaque step, et on se retrouvait, on cochait une case, et évidemment, après, on se retrouve en performance quand tu es derrière à 30 secondes, et on peut dire, ah ouais, ils sont derrière. Voilà. Par contre, quand tu commences à croiser devant, comme le match qu'on a fait avec les Anglais au contact, là, on se retrouve avec une nouvelle case à cocher qui est le match race pur. Donc voilà, au fur et à mesure que tu progresses, c'est très bien, mais tu as évidemment d'autres cases à aller cocher pour aller ramener le point final. Ouais, c'est clair. Christian? Ben, nous sommes entièrement d'accord. Il faut cocher vite les cases initiales pour arriver vite aux cases qui font gagner. Entièrement d'accord.
Thierry, un petit mot sur l'émotion dont parlait Christian et l'intensité d'une campagne de la Coupe par rapport à... Toi, tu as aussi beaucoup navigué au large, hein, tu as aussi fait plusieurs fois le Tour de France à la voile. Ça n'a rien à voir, la Coupe, c'est vraiment un truc vraiment à part. Oui, c'est à part déjà. Bon, moi personnellement, c'est à part parce que ça fait partie de mon histoire. Et là, je pense que Christian Karcher est comme ça, voire peut-être encore plus. Et c'est des choses qu'on a dans les tripes. C'est un vrai travail d'équipe. Moi, je sais qu'hier dans le shed, quand on ramène le bateau, j'en parle avec quelques-uns et je sais que les gens avec qui on a passé cette Coupe de l'Amérique, j'espère que ça continuera, mais quand quel que l'endroit où on va se recroiser, on aura, voilà, on a vécu un moment fort ensemble parce que c'est un investissement colossal avec les plus beaux bateaux, avec des moyens et c'est un travail permanent de recherche d'un certain grade, c'est comme son nom, et d'un absolu de la performance et de naviguer propre et faire naviguer tout le monde dans une espèce de symbiose et qui est très 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 difficile à avoir. Hein. Ça part du management jusqu'au grutier. Enfin, c'est avoir tout ça qui fonctionne d'une manière fluide et c'est vrai que j'ai fait un tour du monde et quand tu fais un tour du monde au large, et ben quand tu recroises tes coéquipiers 10, 15 ou 20 ans après, bah, tu as vécu quelque chose et tu tapes dans le dos parce que il s'est resté quelque chose. Et pour moi, la Coupe de l'Amérique, c'est pareil. Tu as vécu quelque chose de très, très fort. Et quoi qu'il arrive, on a partagé quelque chose et c'est indélébile de nos histoires de vie. Christian, un petit mot, toi, tu as vécu 6 campagnes. Est-ce que dans ces 6 campagnes, donc trois sous couleur française, deux sous couleur suisse et une dernière avec les Américains, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres? Oh, bien sûr, celle de 2003, c'était incroyable. Nous avions une équipe incroyable. Bertarelli, Ernesto et Russell Coutts avaient mis en place une équipe 6 mois après tout le monde où tous les bons avaient été embauchés ailleurs. Et dans l'équipe, par exemple, des 8 winchers dont j'étais responsable pour en faire une équipe de winchers à bord, eh ben, il y a que moi qui savais wincher. Et ça a donné mais il y a eu une intensité incroyable. Les gens qui rentraient dans la base disaient, on savait avant que vous alliez la gagner. Une intensité humaine incroyable. Et je vous donne juste un petit exemple. Comme par hasard, ma hanche a cassé après la coupe. Oh, comme c'est bizarre. Je me retrouve à l'hôpital et je reçois un coup de fil. C'est un coup de fil d'un Portugais qui s'appelle João. João Cabeçadas, que tout le monde connaît, qui est une légende portugaise dans la voile, et qui me dit, Kiki, mon surnom chez les Néo-Z, Kiki, s'il y a besoin d'os pour réparer ta hanche, je te donne de mes os. Voilà l'intensité des relations humaines auxquelles on arrive sur 1 an et demi, 2 ans de campagne, de façon très intense avec des groupes de 150 personnes. Voilà. Très bien. Un petit mot, Christian, justement sur la Women's America's Cup, qui c'était la première édition, donc qui s'est terminée la semaine dernière par la victoire des Italiennes de Luna Rossa Prada Pirelli. C'était une grande première. C'est un bon pas de fait, selon toi, Christian? Je suis souvent moqueur. Je citerai Marilyn Monroe qui dit quand ses amis IE veulent faire l'égal des hommes, elle dit ouh là là quel manque d'ambition. Euh, euh, je, je, je je suis pas un grand fan de cette Women's America Cup. Je me demande juste pourquoi il n'y a pas plus de femmes sur nos bateaux. Ça fait des régleuses de voile sans sas, ça fait des numéros 1 qui tiennent la route, ça fait des barreuses, des tacticiennes, des navigatrices qui savent très bien naviguer. Donc mon opinion, moi, serait plutôt pourquoi il n'y a pas plus de femmes déjà maintenant sur la coupe. Alors l'idée, ce serait que faire une Women America's Cup permettrait de monter le niveau et alors de les intégrer. Et dans ce cas-là, je suis d'accord, ça fonctionne. Thierry, ton avis là-dessus? Moi, je serais un peu plus modéré. C'est que nous, on a, par exemple, sur le circuit CLGP, on a Russell Coutts a eu une volonté forte d'introduire les femmes dans le milieu et est-ce la bonne ou pas la bonne solution, mais en tout cas, il a été imposé d'avoir une femme à bord. Et ce qui a donné la place et l'accès, à l'origine, on était 5 à bord de ces F-50, et puis le fait de ramener une 6e personne, bah, mettait une stratégiste plutôt à la place, parce qu'on n'a que 5 postes de manœuvrants. Et la plupart du temps, les filles ont été plutôt sur les postes de stratégistes. Par contre, les Suisses, il y avait Laura de Métro qui a été wincheuse, qui a fait un travail incroyable, et on pourrait avoir des flight contrôleuses. Mais le gros point, c'est qu'aujourd'hui, on a des femmes incroyables. Anna Mills, par exemple, l'anglaise, multiple médaille olympique. Elles ont prouvé aujourd'hui en faisant de la C40. Moi, j'y étais, j'ai vu les Italiennes et les Anglaises naviguer à un très, 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 très haut niveau. Et aujourd'hui, l'expérience qu'elles ont acquis là, c'est clairement, elles peuvent clairement être sur un AC75 à talent égal, à être sur les 4 postes entre barreuse et wing trimmer, pas wing trimmer sur la coupe, mais flight controller. Et je pense que quand même avoir forcé
ces women's, ça va leur donner une expérience. Et là, aujourd'hui, on a un panel de filles qui a progressé à une vitesse incroyable. On a vu, par exemple, les Espagnols qui sont venus s'entraîner en louant notre bateau de Orient Express. Elles ont progressé à un niveau incroyable et très rapidement. Et si ça n'avait pas été imposé, elles n'auraient pas eu accès à ces bateaux-là. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Et ce qui est bien, c'est qu'elles vont être encadrées par des filles qui ont une expérience incroyable. Et là, je reprends l'exemple d'Anna Mills parce que elle est multiple médaillée olympique et sur CLGP, elle fait un boulot incroyable, comme Liv McKay avec les Kiwis. Et je pense qu'on a vraiment des filles aujourd'hui qui vont être capables de naviguer à très très haut niveau sur la C75. Honnêtement, je serais pas surpris que sur le prochain protocole, il y ait ou ce soit peut-être imposé d'avoir une femme, ou alors qu'il y en ait dans l'équipe qui tourne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'elles n'aient pas leur place au très haut niveau si on leur donne la chance de s'entraîner. Christian, tu voulais rajouter quelque chose? On le dit avec des mots différents, mais nous disons la même chose. Exactement. On va continuer juste à dérouler du coup le fil de cette 37e édition. Victoire ensuite donc des Anglais, des Britanniques, d'Ineos Britannia sur la Coupe Louis Vuitton, hein, une grande première sur la Coupe Louis Vuitton qui a été créée en 1983. Est-ce que pour l'un comme pour l'autre, c'était une surprise de voir les Anglais battre les Italiens lors de cette finale? On rappelle qu'ils se sont imposés 7-4. On va continuer avec toi, Christian. Presque une surprise parce que les architectes navals avec qui on travaille sur la coupe disent souvent qu'il faut que les bateaux soient beaux pour qu'ils aillent vite, et l'esthétique du bateau italien est incroyable, l'expérience de leur tandem au volant est étonnante, et ils ont montré des capacités, peut-être pas en fiabilité, de vitesse tout à fait sensationnelles. Et je trouve le bateau anglais pas très joli. J'ai joué au rugby, je suis pas toujours très fan des anglo-saxons, mais il y a vraiment eu un travail des Anglais sensationnel pour revenir en vitesse, et je dirais même malgré une pénalité contre eux qui n'était pas justifiée du tout. Donc j'ai oui, un peu surpris de voir les Anglais, mais magnifique, hein, magnifique en travail interne pour récupérer de la vitesse et aller plus vite, et magnifique en solidité pour ne pas se laisser perturber par les histoires de juges avec Slater autour. Donc oui, surpris, mais bravo les gars. Hein. Thierry, toi, quel est ton regard sur cette finale de la Coupe Louis Vuitton? Et selon toi, où c'est joué, où a été la différence entre Britanniques et Italiens? C'est sûr qu'au début de la campagne, enfin quand tous les nouveaux AC75 ont été à l'eau, nous on voit bien, Luna Prada Pirelli, ils sont en face de chez nous, hein. Ils sont à la base la plus proche de chez nous, voilà. Et ça faisait vraiment l'équipe super rodée qui déroule un plan d'action incroyable, une espèce de rouleau compresseur, même ça se voit, ça se ressent sur leur timing de dock-in, dock-out. Je pense qu'ils ont des horaires super fixes, ça s'y tient, tout est roulé super bien. Ils ont Jimmy Spithill, désolé, c'est la légende, hein, ça fait partie des grandes légendes. Là, on avait quand même deux légendes pour moi, Jimmy Spithill et Ben Hensley. Et c'est vrai que le projet Ineos, au début, il a été critiqué. Il a été parce qu'on aime bien critiquer aussi dans le milieu. Remettre en cause certains trucs, mais je pense que le gros point tournant pour eux, ça a été il avait un premier tandem avec Jack Scott qui pour X raisons fonctionnait plus ou moins. Enfin, fonctionnait, et par contre, quand ils sont fait rentrer Dylan Fletcher, là, pour moi, c'était vraiment le switch où on a vu un Dylan Fletcher prendre beaucoup de part sur la partie stratégique et tactique, et avec un Ben qui s'est mis quelque part au service de Dylan tactiquement, et ils ont réussi à dérouler, et ils avaient quelque chose, des petits trucs sur les étagères qui ont fait qu'ils ont progressé en vitesse de manière incroyable. Et moi, j'ai un respect aujourd'hui encore, on en parlera après sur les matchs de la coupe, mais quand j'entends ou je lis des choses sur Ben Hensley, pas oublier que Benexi, c'est plus que notre Zidane à nous. Enfin, c'est 4 titres olympiques, une médaille d'argent, je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, il est CIO depuis 3 campagnes d'une équipe qui mène et qui a des gros partenaires. On peut pas imaginer la pression qu'a ce Sir Benexi. Moi, j'ai un respect incroyable pour ce gars-là. J'ai eu la chance de naviguer une seule fois avec lui. Et aujourd'hui, pour finir cette victoire-là, ils ont prouvé qu'ils avaient ils avaient de la ressource, mais vraiment, moi, je pense que le point marquant, ça a été le changement et l'arrivée de Dylan à bord qui a changé un peu la dynamique et qui les a rendus super, super solides dans le champ et dans le jeu. Ça veut dire que c'est moins les différences de bateaux qui jouent, selon toi, qui ont joué en tout cas sur l'issue de cette Coupe Louis Vuitton? Ils ont énormément progressé. Faut pas oublier aussi qu'on a eu des conditions particulières, hein. Ça a été une finale de Vuitton vraiment vantée, avec de la mer. Et je pense qu'ils étaient plus à leurs avantages
qui ne le sont, par exemple, dans les conditions actuelles, ou dans ces conditions actuelles, ça aurait peut-être été plus difficile pour eux. Mais en tout cas, les conditions qu'il y avait qui étaient très, très difficiles, ils ont plus que rempli le contrat, ils ont délivré ce qu'il y avait à délivrer. Et j'adore Luna Rossa pour plein de raisons, parce que c'est une équipe charmante dans le bon sens du terme, comme dit Christian, un magnifique bateau, et puis il y avait Philippe qui les coachait. Mais quelque part, c'était bien aussi de voir que toute l'énergie qui est mise aussi dans les équipes britanniques depuis des décennies soit payante, et c'est juste récompense. Christian, tu voulais rajouter quelque chose sur Ben Ainsley ou autre? Oui, oui, je confirme sur Ben Hensley. On a navigué en équipage beaucoup de fois contre lui et c'est vraiment une légende qui est au niveau de sa légende. Mais je ferai une petite remarque sur son barreur de l'autre côté. Lui dit en riant que ce Dallin Fletcher, il les a tellement embêtés pour être dans l'équipe qu'ils ont fini par le prendre. Et finalement, il se retrouve au volant avec lui. Donc il y a effectivement un input très fort de ce petit jeune olympien de très haut niveau. La deuxième chose, complètement d'accord avec toi Thierry sur le problème de météo. Je pense que le bateau anglais va mieux quand il y a plus de vent. Et c'est difficile, plus difficile pour eux dans les 8 à 10 nœuds de vent qu'on a eu pour les 4 premières courses de la Coupe jusqu'à maintenant. Eh ben, la transition est toute faite. On va donc décrypter un peu ces 4 matchs. Donc ça a commencé samedi dernier avec une première journée avec deux manches remportées d'entrée par les Néo-Zélandais. C'est peut-être d'ailleurs les deux manches qu'ils ont remportées presque avec le plus de facilité. Thierry, parle-nous un peu de ces deux premières manches. Comment tu as analysé les deux victoires d'entrée des Kiwis? Bah, on a vu depuis, en prenant les quatre, hein, on a les conditions de vent assez faibles, avec encore de la mer d'ailleurs. On voit que le bateau anglais ben, par rapport au bateau kiwi, a pas les mêmes capacités dans les transitions. Et je pense que c'est là où ils pêchent, où ça pêche énormément pour eux. Et puis on a vu des phases de départ assez entre guillemets atypiques de Ben. Une fois tard, on n'a pas le bon côté de la ligne. Et voilà, ils sont un peu. On a vu au bout de deux manches que s'ils n'étaient pas capables de pointer les traves au premier croisement, ça allait vraiment vraiment être compliqué dans ce range devant. Voilà, aujourd'hui, je pense ils ont navigué après. Je crois que c'est sur le troisième match avec une météo qui a forcé un peu plus. Ils n'ont pas pu changer de phoque, je pense, de mémoire. Pour être très honnête, j'étais aussi sur l'eau, mais j'ai pas tout vu. Ouais. Mais je pense ils étaient J1 au Drange, ce qui est pas facile. Voilà, donc ils déroulent pas par contre clairement comme ils ont déroulé l'autre jour, même si c'est peut-être pas leur condition, mais il y a un peu plus de couac pour l'instant, et ça s'est encore vu en pénalité pénalité tribord bâbord là sur un dial down assez marquant, assez dangereux d'ailleurs. Donc voilà, ils ont pas, pour l'instant, ils ont pas tout réaligné, et malheureusement, je dirais, quand on se projette un petit peu dans la météo des jours à venir, la tendance est un petit peu la même. Donc il va falloir qu'ils retrouvent un petit tricks là pour réussir à ramener à minimum quelques points pour mettre la pression sur les Kiwis. On va reparler justement des solutions qu'ils peuvent éventuellement trouver d'ici les manches suivantes. Il y a une troisième manche qui s'est jouée dimanche et qui s'est jouée sur la phase de pré-départ, puisque Team New Zealand a réussi à infliger une pénalité aux Anglais qui ont été du coup obligés de revenir sur leur pas, ce qui a donné un avantage définitif aux hommes de Peter Burling. Christian, tu veux nous expliquer ce qui s'est passé sur cette phase de pré-départ, sur cette manche 3? Bien sûr, sur la manche. Puis-je revenir juste 10 secondes sur les 2 premières manches sur ce qu'a dit Ouais, Thierry? bien Il évidemment. parle de transition et moi j'irais plus loin en disant, en vitesse basse de virement, c'est-à-dire dans les manœuvres et surtout en vitesse basse de sortie de virement, les Néo-Z sont vraiment plus hauts, souvent de 3 nœuds et dans 8-10 nœuds de vent, ils ont une capacité à relancer beaucoup plus vite et ça coûte en moyenne 10 secondes par bord de près aux Anglais. Quand ils sont devant, il faut qu'ils soient stratégiquement et tactiquement très pointus pour rester devant et quand ils sont derrière, ils prennent 10 secondes par bord de près. Donc il y a un vrai problème de transition, mais je pense qu'il est plutôt sur les virements que sur les empannages. Et pour revenir à cette fameuse pénalité de la régate 3, alors zut, j'ai pas les règles en tête, mais je l'ai regardé au moins 5 ou 6 fois et je comprends bien l'espèce d'animosité qu'a Ben Hensley en ce moment contre Richard Slater, le juge et son équipe de 6 juges, parce qu'en fait, au moment où les Néo-Z se retrouvent tribord et tirent tout droit, les Anglais sont déjà en train d'abattre, Et à ce moment-là, les Néo-Z abattent, changent leur trajectoire,
ce qui est écrit dans la règle, si tu veux avoir un tribord-bâbord, faut pas changer ta trajectoire. Et en plus, il faut laisser une échappatoire à l'autre bateau. Il ne s'agit pas de le couler, il faut lui laisser une escape route. Les Anglais avaient déjà choisi leur escape route, c'était même la bonne, parce que je pense que s'il le fait ce coup-là, il y avait peut-être contact. Et l'empannage intérieur des Neo-Z qui se retrouve très près, c'est un empannage davantage stratégique pour garder le tribord quand on revient. Donc, non seulement je pense qu'il fallait pas mettre vert, mais je pense que la péno, elle est plutôt pour les Neo-Z. Vous voyez où j'en suis? Thierry, je ne sais pas si tu as regardé dans le détail cette phase de pré-départ. Est-ce que tu es d'accord avec Christian? Bah, c'est toujours on a obligation, le bateau prioritaire doit, donc il peut, en anglais, altering his course, il peut changer sa trajectoire tout en laissant toujours la possibilité à son opposant de se maintenir à l'écart. Donc on arrive dans une grey zone un petit peu, mais une fois que tu as amorcé ce qu'on appelle un dial down, c'est-à-dire que tu vas à l'abatté, bah, il y a une course continue. Et là où on est arrivé sur une situation à la fin où il y a eu quand même, là, quand on regarde ce qu'on appelle les diamonds C'est chaud, c'est vraiment chaud. mais Oui. dans la réalité, c'est plus que chaud. C'est les bateaux, ils sont. Enfin, il y a eu un overlap des extrémités des wings très très important. Oui, Donc oui, très chaud. c'est vraiment très très chaud. Et c'est vraiment je sais que Yann Williams, qui est le road advisor des Anglais, qui est 5 ou 6 fois champion du monde de Ouais. match race, lui de son côté, ben évidemment, lui il voit ça comme ils sont allés trop loin. Voilà, c'est un jugement, c'est toujours pareil, hein, c'est un jugement entre est-ce que il lui a laissé l'escape route jusqu'au bout. De toute façon, c'est obligé de se finir par une pénalité parce qu'il y a une pénétration des diamonds, donc c'est obligé que quelqu'un la prenne. Mais moi, je suis pas aussi catégorique de ça de dire que c'est pas pour les Anglais. Là où il se fait complètement surprendre, c'est surtout dans le move qu'il fait ou quand on fait une entrée bâbord, pour pas se retrouver sous pression, on a 80% des moves, c'est d'aller par ce cercle. Et il le fait avec un rayon de génération qui est constant quasiment à chaque fois qu'il l'a fait. Et là, TNZ a une capacité à revenir, lui, très fort. Et là, ça va aussi sur ces questions de transition, cette capacité à manœuvrer en étant très, très sharp. Et il arrive à avoir un rayon de génération beaucoup, beaucoup plus serré, beaucoup plus élevé, et qui fait qu'on se retrouve sur une position tribord-bâbord que Ben est un peu surpris, quoi. Donc, Tout à fait. Hein. c'est là cette capacité de faire un 180 degrés en ayant toutes les voiles super bien setées. Tous les bateaux sont pas capables de le faire et eux ils ont la capacité de le faire. Une nouvelle fois, entièrement d'accord avec toi Thierry sur cette capacité des Néo-Z à avoir pu virer de bord très fort et se retrouver tout de suite en face des Anglais qui reviennent. Par contre, regarde bien, tu verras qu'ils changent leur course tout du long et qu'ils ne laissent aucune autre opportunité aux Anglais que de partir en abattant et que c'est eux qui vont à l'intérieur pour récupérer le tribord. Mais je suis d'accord avec toi sur le début, hein, ces Néo-Z sont très forts dans leur manœuvre et l'angle du virement qu'ils ont pris pour revenir au tribord a complètement surpris les Anglais. Tu as raison. Est-ce que Thierry, ça veut dire que c'est une stratégie finalement peut-être délibérée d'être assez agressif sur cette phase de pré-départ de la part des Kiwis? Ah bah bien sûr, alors il faut remettre dans le contexte hein, aussi quelque chose. On a deux équipages, c'est des gens qui se connaissent. Hein, ils ont été champions olympiques de leur série. Et là, on a de la médaille en paquet. Hein. On a Ben avec les 5 et puis après les 3 autres sont tous des médaillés qui sont passés par le 49ers à un moment ou à un autre de leur carrière en ramenant des médailles d'or. Donc ils se connaissent tous parfaitement. Je dirais pas qu'il y a une espèce de haine, mais peut-être pas loin quand même. Enfin, du moins, c'est pas les meilleurs copains du monde pour l'avoir déjà vu sur CLGP. Donc il y a en plus de l'enjeu, il y a personnellement des, des rivalités très 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 fortes. Et aujourd'hui, nous, on passe notre temps, ce qu'on appelle les support teams, les coachs, les road advisors, on passe notre temps à analyser les trajectoires des uns et des autres, quel move va être fait par tel bateau et quelle est un peu leur routine. Et aujourd'hui, on sait que j'ai pas les stats parce que j'ai fait plus en ce moment, mais on a sur les entrées de bâbord, le bateau Ineos Britannia va à 90 ou 100% des cas toujours par le cercle avec quasiment le même positionnement, s'il a le même timing d'entrée à 2,10 en bâbord. Donc là, ce qui est fait, c'est que là peut-être qu'il se fait surprendre, c'est que le Kiwi passe très 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 proche de lui en abattant derrière. Donc déjà, il se retrouve sous pression et plus en avant que peut-être les précédentes fois où il avait fait ça sur d'autres bateaux et que eux là, ils ont cette capacité à venir le shooter très très fort.
Nous, c'est des moves qu'on avait regardé avec Quentin sur comment mettre la pression sur celui qui faisait un cercle. Et c'est des choses qu'on avait déjà regardées, mais évidemment, ça fait partie des préparations qui sont jouées et rejouées et simulées en simulateur. Ouais, je me souviens que Philippe Presti me disait justement la semaine dernière au moment de présenter ce match de la Coupe dans Tip and Chaff, il me disait que les Anglais avaient un jeu peut-être un petit peu stéréotypé au départ. Est-ce que justement ça a été le cas selon toi? Bah là, moi je l'avais fait l'autre fois. Là, ce que j'ai dit encore, je l'ai pas refait récemment, mais je pense que si on superpose toutes les trajectoires de ces cercles-là, je pense qu'elles ont toujours le meilleur, ce qu'on appelle le yaw rate. Il a toujours le même taux de giration Ouais. et c'est situé toujours au même endroit. Donc, si toi, tu te positionnes un peu différemment en étant très proche dans le premier croisement derrière, en croisant tribord, ce que TNZ a fait, et que tu as cette capacité à faire un virement bâbord tribord assez sharp pour revenir le shooter, ouais, c'est quelque chose qui est anticipable et c'est quelque chose, c'est évident qu'ils ont anticipé pour le lancer à cet endroit-là. Il y a pas de hasard. Les choses, Ouais, elles sont c'est clair. calculées, vérifiées et après, il y a une partie dans la réalisation. Et là, je pense que le gros point de plus, et on pourra en parler plus tard, mais de TNZ, c'est cette capacité à délivrer des manœuvres dans la réalisation il y a zéro déchet aujourd'hui. Christian. Oui, je reviendrai sur une idée de Thierry, d'historique entre les 2 équipes. Ben était avec les Néo-Z en 2000 mais j'irai plus loin dans l'histoire. Ces Néo-Z sont des gens que les Anglais ont foutus dehors, entre 1700 et 1850, parce qu'il y avait la famine et qu'ils sont allés en Nouvelle-Zélande et il y a une longue histoire entre eux et pas une grande amitié. Si leur drapeau est anglais, il est tout petit et il est surtout de grandes surfaces bleues. Et je possible que cette animosité soit nourrie par une histoire plus grande que juste celle que nous connaissons dans cet temps moderne. Purement sportive. Le quatrième match qui s'est joué donc hier, et là du coup changement de stratégie au départ des Britanniques qui n'ont pas été chercher la confrontation. Christian, est-ce que justement c'est un peu les enseignements qu'ont peut-être pu tirer les Ineos de leur régate perdue, de leur pénalité la veille? Ils se sont dit bon, on va changer de stratégie sur le départ de cette manche 4. Ah, ils ont un super quatrième départ où l'écart est grand, ils sont pas gênés, ils sont 3 nœuds plus vite en vitesse sur la ligne. Ils arrivent à bien gérer le croisement du premier prêt. Et de façon étonnante, mettre dans ce 8-10 nœuds de vent, quand les Anglais sont devant, il faut qu'ils soient tactiquement très pointus pour y rester. Par contre, quand ils se font passer, ils prennent à chaque fois 10 secondes au près, comme je le disais tout à l'heure. Et je me demande si ça vient pas d'une façon de naviguer des Kiwis que je trouve absolument géniale. Il y a toujours en sortie de manœuvre auprès une petite contre-gîte qui est pas très grande, mais ça doit amener une composante verticale qui doit aider à sustenter le bateau et une petite composante anti-dérive. Et je remarque toujours c'est presque très joli cette petite contre-gîte de ces grands bateaux de 75 pieds là. Et les Kiwis font ça de façon superbe, ils font des bords de près d'enfer. Et si effectivement le départ des Anglais était très bien maîtrisé et différent sur cette quatrième manche, dès qu'ils se font passer, ils ont du mal en vitesse au près. Oh là là. Ils sont quand même, je pense qu'ils ont franchi à peu près, je crois, la première bouée quasiment au même niveau. Les Néo-Z ont fait la différence dans le deuxième bord. Ouais. Thierry, comment ils ont fait la différence selon toi? C'est un petit surplus de vitesse, c'est une meilleure gestion stratégique. Comment tu vois les choses? Moi, j'en reviendrai surtout ce qui est symptomatique, c'est que là, le départ, il est gagné au vent, ce qu'on appelle au vent égale séparation. Ça va sur la banderie, et puis quand on se rapproche voilà, il y a un libot, ce qu'on appelle un libot qui est fait, et donc l'anglais arrive à sortir le kiwi, qui retourne une fois donc en tribord. Moi, je m'attends à ce que si à bateau à vitesse égale et bateau à capacité de manœuvre égale, je m'attends à ce que à ce que l'anglais retourne, ce qu'on appelle jouer le petit côté. Alors, sauf évidemment si à ce moment-là ils veulent absolument le côté droit qui serait très fort pour de la pression, plus de vent ou une meilleure direction. Mais on peut aussi avoir un coup, on veut réduire, pousser un peu notre opponent sur le petit côté gauche où il y a un moment, mais il sera un peu bloqué il pourra être gêné dans les gaz du bateau qui est en tête. Mais je pense aujourd'hui, ils n'ont pas la capacité, alors que moi, dans les transitions et sur les virements, à enchaîner 3-4 virements comme le font les TNZ. Ce qu'on appelle, nous, le speed ratio, le delta de speed entre la straight line et la bottom speed au moment du virement.
et ben elle n'est pas la même chez les Kiwis aujourd'hui dans ces conditions-là que Ineos. Et Ineos n'a pas la capacité d'aller remettre 2 coups sur le petit côté et essayer de monter en escalier en le poussant sur le petit côté gauche, malheureusement, et ce qui fait qu'après c'est compliqué. Et après au portant, il y a eu du portant, il y a quand même des différentiels de pression assez importants. On a vu, ils ont été capables de revenir un moment, et le portant, je pense, on a vu des différences de pression dans ce temps-là qui permet de faire des gains ou des pertes, et qui peut laisser entrevoir des fois de se refaire la sauce. Mais c'est pas aller trop dans leur sens, malheureusement, jusque-là. Christian. C'est rigolo comme nous disons la même chose avec des mots différents. Oui, je pense que les Anglais ne sont pas assez sûrs de leur capacité de manœuvre rapide et de sortie rapide en vitesse de virement pour faire un contrôle serré tel que les Néo-Z sont capables de le faire. Ouais. Entièrement d'accord. Ouais. Justement, le contrôle, une fois passé en tête, on a l'impression que de la part des Néo-Z, il y a une grande maîtrise. Quand ils sont devant, il y a zéro erreur. C'est ce que c'est ton sentiment. Ouais. Thierry aussi. Bah oui, mais ils ont une capacité. On les a vus. Là, on parle de petit temps. Nous, on est sorti il y a encore 15 jours dans la Brisford, le jour où malheureusement Alinghi s'est retourné, sur la tranche. a eu un énorme dégât à son bateau. Ce jour-là, on est tous sur des petits phoques, des J5. On les voit même sortir quelque chose qui serait encore plus petit qu'un J5. Et d'ailleurs, c'est un peu le style de voile que je pense que je sais plus quel match, mais Lou d'Arossa aurait mis, alors que le vent est tombé, ils ont été en difficulté le jour où ils ont perdu le Safran, où ils étaient vraiment sur un petit phoque de vent. Et ce jour-là, on a vu TNZ naviguer. Pour être honnête, c'était super impressionnant. Nous, on allait vite, ça allait super vite. Auprès, on a des VMG à plus de 38 nœuds auprès. On est à 42, entre 42 et 44 nœuds auprès, à l'intérieur des 40 degrés, de trouver d'un gueule, c'est dans les 38. C'est des vitesses. Oui, c'est dingue. Et stratosphérique, c'est à peine incroyable. Et ce jour-là, TNZ, on a vu une stabilité de plateforme. Et après, on les a vus faire un pré-départ sur des virtual marques. Wow, on s'est dit, dans la brise, ils sont aussi sous le pied, quoi. Donc aujourd'hui, je pense ils cochent toutes les cases de la limite de vent qui est à 6,5 jusqu'à la maxi qui est à 21. Ils cochent toutes les cases et ils ont un capital confiance qui est fabuleux. Et là où je pense qu'ils sont très, très, très forts, c'est sur ces phases encore, je répète, de transition. Dans la gestion de l'hydro, c'est quelque chose, mais je pense dans la gestion des settings aéro, ils sont super reproductibles. Et ils sont super confiants là-dessus et ça leur permet de mettre la manœuvre au moment où ils veulent par rapport à l'adversaire. Christian. Petite question sur les voiles. Tu parles de J1, J2, J3, J4, J5. J, c'est bien les génois devant. Ouais. Je parle pour tous ceux qui sont pas pointus là-dedans. Mais la coupe imposait un nombre la coupe impose un nombre de génois où on fait J1 à J5, nous comme on veut, avec des surfaces que l'on veut. Par équipe. Pour être très honnête, c'est pas mon domaine complet sur ce truc-là, mais ouais, on a des ranges maxi de surface. Après, tu l'étales comme tu veux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vu par exemple, le J1, nous, qui est une voile qui est juste fait pour décoller, en fait. Grande. Qui est un grand phoque, mais normalement, une fois que tu as décollé, c'est de la traîner et tu voudrais une J2. Et par exemple, on sait que TNZ, parce qu'on est quand même, on a des ratios de voiles, les premières voiles sont les mêmes quasiment. Ils naviguent quasiment, ils ont jamais régaté avec un J1, ils régatent avec un J2 parce que ils ont décollé. Une fois que tu as décollé, tu réduis la drague et tu es avec un J2. Et alors par contre, les Anglais, ils ont encore des fois des J1 assez grands, et nous aussi. Et donc je pense qu'on pose ce coup pour post-traitement, on regardera, mais ceux qui ont des ratios de voile, de taille de voile devant qui changent plutôt dans les ranges, TNZ, ils sont plutôt là-dessus à naviguer avec des petits phoques. Et on les a vus dans le fort avoir vraiment un tout petit phoque le jour au-delà de. Bon, c'était la limite. C'était un J6. J'appellerais ça un 5.5. Non, mais non, un J5 qui était plutôt plus petit que le nôtre, je pense. Bon, 4-0 après ces 4 premières manches. Thierry, on va continuer avec toi. Quelles sont les solutions que peuvent trouver les Britanniques pour essayer de marquer les premiers points et d'essayer de remonter? Est-ce que où on peut aller chercher des solutions dans ces cas-là? Quand on t'écoute, on a l'impression que les Néo-Z sont quasiment imbattables. Est-ce que c'est dans la stratégie, être plus agressif? Est-ce que
est-ce qu'il y a des petites choses à trouver dans des réglages? Je sais pas comment. Si tu étais dans la peau des Anglais aujourd'hui, dans quelle direction vous chercheriez? Bah, le premier point, il y a une chose qui est sûre, hein, Ben Elsi, il baissera jamais les bras, donc ça, on peut en être assuré. La phase de départ, elle reste cruciale et primordiale. Ils ont eu le premier croisement hier. Je pense que ça joue aussi. Quand on parle d'écart, l'écart, il n'est pas non plus de 3 nœuds. Hein. On est sur donc les Kiwis n'ont pas le droit de faire l'erreur. Quand il y a eu la pénalité l'autre jour où ils ont fait le choix je sais pas si vous vous souvenez, hein, juste après le départ, les Kiwis virent de tribord en bâbord et donc relativement loin devant Ineos Britannia qui a sa pénalité à faire, donc qui essaie de la faire en bâbord, qui vire, qui essaie de la faire aussi en tribord et qui l'a toujours pas éliminé, qui retire sa pénalité sur le deuxième bâbord. Mais au final, le croisement d'après, je sais pas si vous vous souvenez, le croisement d'après, les Ineos Britannia les plus proches de TNZ qu'au premier croisement au moment du départ. Donc ça veut dire que quand même il y a des shifts, il y a des choses sur le plan d'eau et que le premier truc pour Ineos, il va être de réitérer des départs comme il a fait le dernier, être capable de mettre les trappes devant et avoir le premier croisement. Et par contre, dans ce range-là, il faut qu'ils aient la capacité à être capable d'enchaîner les virements avec moins de pertes sur l'adversaire, qui leur permettra de vraiment avoir la stratégie qu'ils veulent avoir. Parce que j'ai peut-être l'impression que là, quand tu es un peu en infériorité sur un domaine, tu peux pas t'appuyer dessus et tu commences à faire des compromis. Et faire des compromis contre TNZ, ça c'est no way, ça passe pas. Christian, toi, tu serais dans la peau de Ben Hensley aujourd'hui. Oh, je veux pas être dans la peau de Ben Hensley, j'en ai pas la capacité. Euh, euh, D'accord sur le premier point, je suis pas inquiet du tout sur la compétence des gens, y compris Ben Hensley, dans l'équipe anglaise et leur capacité technique à financière à réagir. Comme toujours, le haut niveau, plus c'est pointu, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. Faut pas faire d'erreurs. Je pense que ce serait une erreur de se focaliser sur une certaine tension entre Ben Hensley et Richard Slater. Je crois qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai vu les Anglais réclamer alors qu'il y avait rien à réclamer dans les manches, dans la manche 2 et même dans la race 4. Je pense qu'il y a un problème de ce côté-là qui doit être réglé entre Ben Hensley et Slater, mais je pense que ça va être fait maintenant. Ils ont un vrai problème, les Anglais, de relance en sortie de virement. Il faut qu'ils travaillent là-dessus, et c'est pas nous qui allons leur dire, ils le savent très bien. Et je reviens sur le fait qu'il faut pas faire d'erreurs. C'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne. Et sous pression, autant ce tandem de jeunes néo-Z, enfin qui sont de moins en moins jeunes d'ailleurs, que ce tandem Ben Hensley et son jeune anglais gère très bien la pression. Donc je pense pas que ce soit de ce côté-là que ça joue. Ça va peut-être se jouer sur la lecture du plan d'eau. Et là, je trouve le tandem Néo-Z très très pointu et efficace dans la lecture du plan d'eau. Quand Thierry disait au portant, il y a vraiment des shifts à jouer. Et je crois que là, ils sont assez infernaux, ces deux Néo-Z. Ou Neo-Z et Outer Ridge d'ailleurs. Ils sont assez infernaux ces deux-là et très très forts pour trouver les risées. Donc petit avantage sur les Neo-Z pour trouver le vent au portant, pas d'erreur et il faut que les Anglais sortent des virements 3 nœuds plus vite. Voilà, c'est facile. Justement, Thierry, là, les prochaines manches, il y a 2 manches prévues demain, une manche vendredi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la journée de mardi, les Anglais, ils la passent sur l'eau à justement essayer de trouver ces petits trucs ou on reste à terre. Comment ça se passe entre quand il y a une journée off comme ça? Pour être honnête, je suis chez moi là, je suis pas à la base. Alors je sais pas s'ils vont sortir. Cet après-midi, on a plutôt de l'air ici à Barcelone. On a des conditions j'ai regardé, c'est même plutôt assez soutenu. Donc pour être honnête, je pense pas qu'ils vont y aller aujourd'hui parce que c'est pas du tout les conditions qu'ils vont avoir demain. Il y a un peu moins d'air demain, même s'il y a un modèle qui mettrait quand même potentiellement peut-être du 11-12 nœuds ou 11-16 nœuds. Voilà, je sais pas trop quel est leur truc. Aujourd'hui, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est des bateaux. Hein, ces bateaux ont besoin de maintenance. Les short teams, ils bossent toutes les nuits. Et il y a des fois, on a des cycles de maintenance de pièces qui nécessitent une certaine immobilisation du bateau. Et des fois, on les décale. Et là, les short teams et les short managers, et les directeurs techniques, ils ont à prendre ça en considération. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui,
la fiabilité d'Ineos Britannia, elle est pas du tout, elle a jamais été mise à défaut. Elle est pas mise à défaut aussi parce qu'ils ont certainement aussi des process liés à leur partenariat avec la Formule 1 qui sont certainement très très peut-être lourds, mais qui leur permet d'avoir un bateau fiable. Donc peut-être qu'ils ont des choses à faire. Je sais pas quels sont aujourd'hui. Voilà. Par contre, s'ils sortent sur l'eau, c'est pour travailler un ou deux points très précis. Et c'est pas ce sont pas des longues navigations, mais on va sur l'eau en travaillant avec un daily goal bien bien clair sur ce qu'on va faire. Et pour en revenir, moi juste sur le départ, il va avoir de l'agressivité. Hein, il se peut qu'on ait encore des, des, des dial down ou des dial up avec des changements de course. On va falloir respecter la règle 16 et puis on verra dans quel sens ça tourne. Mais je souhaite et j'espère que la journée de demain, avec un petit peu plus de vent potentiellement nous montre autre chose que ces quatre premiers matchs. Bon, alors un petit pronostic. Ah, honnêtement, je mentirais si allez, je mettrais, aujourd'hui, je mettrais un 7-2. Christian. Un petit pronostic. Alors, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, effectivement, j'apprécie beaucoup de monde dans l'équipe anglaise, mais il reste cette allergie presque naturelle du français contre les Anglais, donc j'ai du mal avec eux. Mais ce serait historiquement incroyable qu'ils y arrivent, incroyable. Ramener la coupe à Cove, ce serait le truc mais totalement incroyable. Et d'un autre côté, les Néo-Z, qui est un pays magique dans lequel j'ai eu la chance de vivre plusieurs fois sur la Coupe d'Amérique, j'ai presque mon cœur balance pour eux comme pour vers eux comme pour les All Blacks au rugby. Et ce serait étonnant qu'ils y arrivent parce que ce serait la première fois que la même équipe la gagne 3 fois de suite. Et Grant Dalton insiste beaucoup là-dessus. À Lingui, on l'a gagné 2 fois de suite et ça a explosé en vol. Et c'est souvent comme ça. Et là, les Néo-Z ont l'occasion, avec la même équipe, le même cœur de short team, de design team et de personnes, de la gagner 3 fois de suite. Ce serait étonnant. Donc, mon cœur balance du côté des All Blacks, pardon, des Kiwis, mais loin de moi de faire un quelconque pronostic. Je me méfie beaucoup du réveil des Anglais. Comme le disait Dimitri Despierres, qui est ingénieur au sein du défi américain, American Magic, quoi qu'il arrive, ça sera une coupe historique, comme tu le Exactement, disais, exactement. soit trois victoires de suite de la même équipe ou une victoire des Britanniques qui Exactement. n'a jamais existé depuis qu'ils ont perdu cette coupe en 1851. Pour finir, Thierry, quel est le programme maintenant du défi français? J'imagine que Stéphane Candler et Bruno Dubois travaillent d'arrache-pied pour donner une continuité à ce défi français. Est-ce que vous avez un petit peu de visibilité aujourd'hui? Eh ben c'est comme voilà, c'est bien résumé. Stéphane et Bruno travaillent d'arrache-pied pour pérenniser le projet. On a tous les ce qu'on appelle tous les assets. On a un bateau incroyable. On a une équipe. On a tous les supports à côté. Donc voilà, c'est le travail de Bruno et Stéphane actuellement. Côté logistique pure, et ben voilà, faut démonter la base parce qu'on est sur un espace portuaire là. Donc on va commencer dernier jour de navigation hier. On va commencer à vraiment démonter la base et tout va être renvoyé sur la future base qui sera à Lorient et puis après surtout c'est l'attente de qui est le vainqueur de cette coupe là et quelles seront les décisions. On sait le monde de la Coupe de l'Amérique, ça peut aller, il peut y avoir plein de chamboulements, ça peut changer de lieu, ça peut être confirmé, les timings entre les épreuves peut varier. Donc on est à l'écoute de ce que dira le vainqueur et le Challenge of Record. Moi, j'aurais juste rajouté, finir quelque chose, c'est j'ai pu lire ou entendre, même si j'ai pas beaucoup de temps, mais que ces bateaux-là, par rapport au match racing, c'était mieux avant les bateaux lents et tout. Moi, j'ai fait du bateau lent, hein. J'ai fait du bateau, on allait aussi vite au près qu'au portant quasiment, mais à 22 ou 30 nœuds de moins. J'ai eu la chance hier, je suis monté à bord du bateau hier. J'ai pris un siège de cycliste pour faire un petit quart d'heure sur le bateau. Ce sont des bateaux absolument incroyables qui développent des sens pour les marins qui sont absolument inimaginable. Le nombre d'informations qu'ils ont à assimiler à ces vitesses-là et réagir, je vous promets, c'est plus que des gamers, c'est des gamers, des navigants incroyables ce qu'ils ont développé. Et aujourd'hui, on a vu des matchs de la coupe de la Vuitton d'Andler et qui sont avec des vrais moves de match race. Et aujourd'hui, faut reconnaître que ce qui est la partition qui est délivrée par les équipes, pour moi, elle est de très 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 haut niveau et c'est chouette pour l'avenir. Christian, le mot de la fin. Deux points complètement d'accord sur ce que dit Thierry sur les bateaux. C'est du vrai matchless, c'est des bateaux de dingue,
aller 6 fois à la vitesse du vent quand il y a 8 nœuds de vent, c'est complètement dingue. Et c'est du vrai match racing. On est vraiment dans du très très haut niveau, complètement d'accord avec toi. Deuxième point sur l'avenir, je citerai Russell Coutts, que j'ai suivi 3 fois pour la gagner 3 fois de suite. Lui dit les 5 premiers embauchés sont essentiels et je crois que je suis entièrement d'accord avec lui. Et je collerai ça à une remarque de Franck Camas que j'ai lue, je ne sais plus où, il y a 10 jours, qui dit qu'il faut aller chercher des sachants. Et je suis complètement d'accord, c'est une histoire d'expérience, il faut aller chercher les gens qui savent. Et most of the time, those guys are just speaking English and you have to look around everywhere in the other team to have the better with you in your team to win this cup. Voilà, c'est ça l'essentiel. Allez chercher les meilleurs dans les autres équipes. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Christian. Merci, Thierry. C'était très intéressant de vous avoir pour décrypter ce match de la 37e Coupe de l'Amérique. Donc, on rappelle le timing, 2 manches prévues mercredi 16 octobre, une manche vendredi 18. On espère qu'il y en aura d'autres derrière, que ça ne va pas s'arrêter sur un 7-0. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 185e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!